Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et plus précisément une nouvelle vidéo de ma série où j'analyse avec vous ensemble mon propre travail, mes propres photos, je les décortique en live, en direct, on voit un petit peu de tout de la réalisation à la post-production, alors suivez-moi et on commence tout de suite avec la photo de Kerry Dwen. Nauticula, donc un prénom assez rare, assez original, tout comme son physique. Et cette photo a été prise lors de la Fashion Week à Paris, il y a quelques temps déjà. Alors je vais vous dire exactement quand, parce que j'ai encore une fois oublié. Exif, montre-toi. Eh bien, c'était donc en 2016, en novembre. Donc lors de cette Fashion Week, la Fashion Week c'était un truc incroyable juste à Paris. C'est une chance de pouvoir habiter cette ville où vraiment il y a énormément d'événements qui se passent, notamment autour donc de la mode, les mannequins, tout ça. Et donc c'est une photo qui a été prise dans le jardin des Tuileries. Lors en fait d'un défilé de modèles. Alors il se trouve que je connaissais une modèle qui s'appelle donc Claire, qui m'a dit à peu près où se placer en fait, pour où elles allaient déambuler en fait, parce que en fait là c'était des filles qui défilaient pour un créateur et donc c'était une amie de Claire, donc je savais exactement où elles allaient passer et donc j'ai pu me placer un petit peu en avance par rapport aux autres photographes parce qu'il y avait vraiment énormément de photographes, hein. Vraiment je vais vous montrer là si je retrouve en live, en direct la photo, c'était juste, alors voilà il y avait énormément de mannequins aussi, mais vous voyez il y avait des photographes sans arrêt un petit peu partout. D'ailleurs, mon amie Claire, elle était ici, hop. Et alors, voyons, j'ai une photo en fait qui représente bien tout ça, avec tous les photographes qui sont partout. Voilà, enfin, il y en avait partout des photographes, vraiment. Je retrouve plus celle que je voulais, mais donc il y avait énormément de gens. Et il fallait en fait, pour avoir ce genre de portrait, où il y a vraiment personne autour, où on a l'impression en fait que c'est un shooting où il y a juste le photographe et la modèle, eh bien, il faut vraiment être coordonné. Parce que, donc il y avait sans arrêt des gens qui passaient et là je voulais vraiment que même dans l'arrière-plan en fait il y ait personne. On aurait dit qu'elle était seule dans ce jardin, une sorte de spectre qui revenait avec les tons colorés qui sont un petit peu désaturés et donc ça c'était vraiment de la coordination. Et donc quand vous connaissez quelqu'un, n'hésitez pas à lui poser vraiment toutes les questions de logistique, à venir même sur le lieu 1 à 2 heures en avance carrément, hein, voilà, les photos il faut les mériter, donc n'hésitez pas à investir vraiment du temps et allez-y donc le plus tôt possible, faites un repérage des lieux pour voir les lieux qui seraient, les endroits qui seraient stylés, genre par exemple là la statue, voilà, là je pourrais me mettre par rapport quelle composition, quelle focale même choisir. Il y a même certains photographes et même durant la Fashion Week, parce que ça souvent c'est pour les photographes de mariage, ils ont deux boîtiers, voilà, ils ont deux boîtiers, il y en a un avec un 24-70, un avec un 70-200. Ils ont toutes les focales ouverts à 2.8, ils sont là, ils sont en 1 millième de seconde, ils sont prêts. Voilà, ils sont comme des tireurs, ils sont prêts pour choper vraiment le bon moment et ça c'est important, le moment décisif pour ne pas le rater. Et donc ça a été une belle photo qui a été réalisée d'ailleurs en fait dans ce genre de convention où il y a plein de photographes, et bien chacun appelle la modèle en fait, du coup la modèle regarde un peu partout, prend la pose pour chacun d'eux et il y a un temps très limité. Par exemple là elle a pris la pose, allez ça devait être 5 secondes grand max et après elle a changé de photographe sans même me demander une sorte d'acquisition. Donc là c'est vraiment de la photo différent que on crée une relation de A à Z avec le modèle, hein, en plusieurs étapes et tout, mais donc c'est des photos différentes mais ça reste des photos type et donc là vraiment j'avais 5 secondes et là j'étais en mode photographe de reportage et j'avais donc des choix et je devais pareil connaître la technique par cœur de mon boîtier, etc. Et donc c'était des enjeux différents mais intéressants aussi. Alors pour cette photo au niveau des exifs, donc ça a été fait avec mon 60D, de l'époque à 1/2 millième de seconde, voilà, pour être sûr d'avoir une vitesse, pour figer en plus tous ces cheveux. Tous les cheveux qui sont ici, à cause du vent, ils ont réussi à être figés grâce au 1/2 millième. Je voulais pas de flou là, je voulais vraiment de la netteté pure. C'est pour ça que j'ai fermé aussi le diaph à 5.6 et j'ai compensé parce que je voulais quand même un peu de flou derrière en augmentant donc la longueur focale à 91 mm. Et c'était pris avec mon 18-135 de l'époque de Canon, celui IS STM, et il est de très bonne qualité. Enfin, je veux dire, quand je regarde le piqué, alors bien sûr, il y a eu de l'accentuation de netteté, etc. Mais la qualité est juste ouf. Donc voilà, pour un objectif qui est noté comme bas de gamme, dès que vous fermez un peu le diaph, en fait, il devient incroyable. C'est à grande ouverture, en fait, qu'il est mauvais, parce que c'est de la construction optique qui est de moins bonne qualité, forcément, que les objectifs L. Mais dès qu'on ferme le diaph vers f8, f5.6, c'est très bien, ça fait vraiment bien le taf. Et donc, je vais vous montrer la photo d'origine, comme à notre habitude. Attention. Oh my god. Attendez, je vais enlever les exifs. Alors,
Ça, c'est la photo d'origine. Il faut savoir que ces filles-là étaient maquillées et préparées en fait par l'équipe créative autour du créateur en fait, le créateur de vêtements, puisque la Fashion Week c'est vraiment pour la mode. Et donc en l'occurrence, voilà, il y avait une décision artistique de est-ce que je t'attache les cheveux, quel effet je leur donne, est-ce que je les laque, comment je rougis tes joues ou pas. Et il faut savoir qu'il faisait assez froid ce jour-là. Hein, on se les pelait pas mal. Et donc le rouge sur les joues, c'est pas forcément dû au maquillage. Là, c'est forcément dû au temps. Donc autant en fait ça neutraliser la teinte. Parce que voilà, ça n'apporte rien de plus et autant neutraliser la teinte. Et surtout pour homogénéiser l'ensemble. Par exemple, donc c'est pour homogénéiser l'ensemble là sur les joues et sur les lèvres. Mais par exemple, on peut voir que dans l'arrière-plan aussi, il y a une homogénéisation de teinte qui a été faite par une désaturation. Ça, je vous en ai déjà parlé, il me semble, de désaturer en fait l'arrière-plan tout en gardant des couleurs. Hein. On ne demande pas de faire du noir et blanc et en couleur et le personnage en couleur parce que là, ça serait un petit peu une esthétique fake et pas très intéressante en fait à exploiter. Mais là, le fait d'avoir mis un peu en noir et blanc crée un arrière-plan uniforme. Alors que là, il y avait vraiment plein de couleurs. Il y avait du rouge, du vert en plus vraiment pas très beau. Et puis alors du rouge qui faisait écho avec ça, ok, mais j'ai préféré en fait sacrifier pour garder la couleur sur le personnage. En plus, la couleur là servait en fait d'élément de composition aussi, puisqu'elle recentrait le regard vraiment sur son visage, qui était le principal. Le décor là venant après. Même s'il habille, hein, c'est pas un décor. C'est-à-dire là, j'ai placé la statue aussi, pas là par hasard, c'est pour remplir un peu le cadre sur la gauche, parce que là, il y avait que du béton, que de la surface plane en fait, géométrique et qui se ressemblait beaucoup. On voit aussi dans la retouche que j'ai enlevé le personnage qui était ici. Il y avait un personnage et des poubelles. Le problème à Paris et dans toutes les grandes villes, les parcs et tout, c'est qu'il y a des poubelles partout. Il y a des poubelles et c'est même s'ils ont fait un effort, ils les ont mis en verre, c'est hideux, le sac plastique ressort et c'est vraiment dégueulasse. Et même dans le flou, et là on n'était pas assez flou parce qu'on était à 5-6 et je voulais pas plus de flou finalement. Hein, voilà, j'ai pas forcément obligé de faire du 1-8 tout le temps. Hein. C'est pas parce que vous avez un objectif qui vous le permet qu'il faut le faire. Donc ça c'est important, on en reviendra d'ailleurs sur ce sujet du bokeh. Et donc là j'ai préféré supprimer. Alors j'ai galéré, on dirait pas, mais j'ai galéré parce que la suppression dans le bokeh, en fait les algos de suppression de défaut, ils marchent pas bien quand les bords sont flous. Et or dans le bokeh, par définition c'est flou. Du coup c'était assez galère. Mais bon, j'ai fini par réussir. Après avoir tamponné le tout et tout, et puis j'ai viré aussi la poubelle, voilà, pour créer une droite un peu plus rectiligne et pour vraiment aller au bout des choses, c'est-à-dire il y avait vraiment personne ce jour-là. Ensuite, pour ce qui est de la retouche, j'ai reformé le vêtement ici. On voit que son tombé n'était pas complètement parfait. Dans ce genre de défilé de mode, parfois les créateurs ils sont pas prêts à temps. Ça dépend vraiment de la maison qui fait ça. Et parfois les créateurs ils sont prêts juste à temps. Et du coup les vêtements, alors ils ont la bonne taille, mais généralement ils n'ont pas été totalement finis. Il y a des petites finitions encore à faire. Parfois il y a des fils qui dépassent. Parfois le truc est pas complètement posé. Et donc là en l'occurrence, je me suis juste permis en fait avec l'outil Fluidité très simplement de venir remodeler le vêtement. Ça permet en fait que ça tombe beaucoup mieux sur le modèle. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Voilà, les cheveux, j'ai pas tellement touché. J'ai gardé une retouche vraiment assez naturelle. Et puis, alors bien sûr, là, on a aussi très important. Ça, c'est le rendu brut de capteur. L'euro brut de capteur, donc un rendu très numérique. Qu'est-ce que j'entends par numérique? C'est-à-dire que dans la réalité, eh bien, c'est à peu près ça. La réalité, c'était à peu près ce genre de couleur, ce genre de reproduction fidèle du réel qui est un petit peu embêtante, un peu lassante en fait, un peu neutre et tout, et ça, c'est pas intéressant. Pour donner la caractérisation, de la personnalité même au cliché, eh bien, c'était intéressant de faire une passe argentique. Donc, j'ai fait plein d'étapes à base de preset argentique, à base de correction de couleur très fine pour avoir ce rendu. Et vraiment ce rendu là n'a rien à voir en termes de couleur avec celui-là et est hautement supérieur. Et si j'avais laissé la photo comme ça, sans finalement on imagine que voilà, peu importe, il n'y avait pas ce personnage et tout, mais même je retouchais pas la couleur, eh bien elle aurait énormément perdu de son pouvoir. Croyez-moi. Là vraiment c'est la couleur sur cette photo, plus que l'arrière-plan, plus que la lumière, c'est la couleur qui l'amène à un autre niveau, à mon sens en tout cas. Et pareil, les yeux, en fait, ils étaient déjà bleus de base, j'ai juste un petit peu augmenté la saturation, voilà, pour ressortir un petit peu avec le jaune étant, je le rappelle, la complémentaire du bleu. Donc là, ça marche très bien, une blonde aux yeux bleus, c'est pour ça que ça marche très bien d'ailleurs. Et qu'est-ce que j'ai modifié aussi et j'ai modifié aussi la lumière. On voit que j'ai accentué quand même pas mal les blancs, ici notamment au niveau des cheveux. Alors, les personnes qui sont blonds et si le ciel est gris, enfin le combo blond plus ciel gris, ça marche très très bien. Parce que la lumière est extrêmement diffusée et donc donne un reflet aux textures qui est vraiment unique, parce qu'elle est répartie à peu près de la même manière partout dans l'environnement. Et avec du blond, en fait, le blond captant énormément la lumière et étant une surface réfléchissante très puissante,
eh bien ça donne toujours de beaux reflets dans les cheveux. Et donc là, en l'occurrence, j'ai augmenté la puissance des hautes lumières et la puissance des blancs pour vraiment faire ressortir, là encore une fois, eh bien l'éclat de ses cheveux qui viennent contraster avec sa peau beaucoup plus pâle. Et je trouve ça encore une fois très beau. Pareil, on peut éventuellement voir dans Photoshop, donc en zoom, vous voyez encore une fois la qualité optique d'un 18-135. Alors je rappelle, le 18-135, c'est un objectif qui est catégorisé comme entrée de gamme chez Canon, et c'est du, ouais, aujourd'hui ça doit être quoi, 200 balles, voilà, il n'y a pas besoin d'acheter un objectif L. Quand je vois ce rapport de qualité de piqué, eh bien c'est vachement intéressant. Le problème de ces objectifs 18-135 et tout, en plus ils sont stabilisés, parfaits pour la vidéo, hein, tout ça, et STM en plus, celui que j'avais. STM, je crois qu'il est un peu plus cher, dans les 300 €, je vais pas vous le cacher, mais voilà. Et le problème en fait, quand on commence à se mettre en mode, je vais acheter des 5D, enfin des pleins formats en fait, que ça soit donc, eh bien ouais, il y a 6D, 5D, 1D, tout ça, eh bien entre guillemets on se met les menottes parce qu'on va devoir acheter des objectifs plus onéreux. Pourquoi? Alors je m'explique. Parce que le 18-135 ici que j'ai utilisé avec mon 60D, c'est un objectif qui est normalisé pour les APS-C. Qu'est-ce que ça veut dire normalisé? C'est-à-dire qu'il a été créé pour être optimisé pour les capteurs plus petits, c'est-à-dire les APS-C. APS-C étant plus petit que full frame plein format. Et du coup, vu qu'ils sont optimisés, eh bien, je peux pas forcément les mettre sur mon 5D. Par exemple, je peux pas mettre le 18-135 sur le 5D, qui est lui un plein format, parce que d'abord, il va y avoir une sorte de vignettage dégueulasse sur la photo, tout simplement. Donc, je vais devoir rogner une partie. Et puis aussi, le bord de la lentille, vu que le capteur est moins grand et le miroir est moins grand, eh bien, est plus rapproché de celui-ci. Et il y a potentiellement, et c'est pas des blagues ce que je suis en train de vous dire, potentiellement le miroir peut toucher le bord de la lentille, et du coup voilà, c'est pas possible de faire des photos dans ces conditions. Il y a trop de risques en fait. Du coup on est obligé de revendre ces anciens objectifs normalisés pour APS-C. Ça, c'est vraiment la démarche de Canon. Et du coup, on est obligé après d'acheter les seuls objectifs qui restent chez Canon, si on veut rester chez Canon, hein, bien sûr. Après, rien ne nous empêche de partir avec Sigma, Tamron et tout. On est obligé d'acheter des objectifs L, qui eux sont donc optimisés plein format, mais qui coûtent énormément, extrêmement plus cher. Par exemple, l'équivalent du 18-135, donc chez Canon en L, c'est le 24-105. Et le 24-105, c'est aux alentours de 1000 €, quoi. Voilà. Et le Mark II, c'est encore plus cher. Donc, vous voyez, alors bon, après, voilà, c'est parce que j'achète du Canon et je veux le meilleur optiquement. Mais cette politique, moi, m'ennuie un petit peu. Voilà. Après, voilà, on voit qu'on a de très bons résultats avec APS-C. J'aurais peut-être eu un flou de bokeh d'arrière-plan un peu plus intéressant avec un full frame, mais pourquoi pas. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à en poster en commentaire vos avis d'ailleurs là-dessus. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement mon livre Comment devenir un meilleur photographe en PDF dans la description, où je vous donne, voilà, pareil, plein d'astuces pour augmenter la qualité de vos shootings et arriver à des photos intéressantes sans forcément aussi dépenser des fortunes en matériel photo. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous!